Bonjour Stéphane. Alors, Ça fait plus de 20 ans qu'on collabore ensemble dans le théâtre, mais c'est la première fois qu'on est dans cette situation de conversation dans la caverne. mise en scène Ouais. par d'autres. Alors, peut-être commencer justement par cette situation d'interview, de conversation qui est quand même au cœur du travail que tu développes et que vous développez avec Rimini Protocol depuis longtemps. J'ai déjà entendu que tu te référais souvent à ton passé de journaliste et peut-être commencer par le début, par ça, si tu veux raconter un peu. Bon, c'était pas du tout journaliste de télévision. Non, j'étais dans une petite ville, Soleure, en Suisse. Et déjà pendant mon gymnase, j'ai un peu gagné de l'argent avec ce qui aussi faisait ma mère. Elle écrivait pour la Solothurner Zeitung sur un nouveau magasin qui s'ouvrait, une personne importante qui est morte, une petite réunion politique. Des fois, je pouvais faire même toute une page sur, je sais pas, sur la politique de drogue, par exemple, je me rappelle. Mais ça m'a permis de parler avec beaucoup de gens que j'aurais jamais rencontrés dans ma vie normale. Ce que je trouvais super, parce que j'ai vraiment rencontré un peu de toutes les couches de la société des gens. Ce qui reste un intérêt que j'ai encore aujourd'hui, mais le format de pouvoir communiquer sur cela, c'était l'article qu'il fallait écrire très vite, parce c'était une super petite équipe, ces journaux, ils n'existent même plus. Et c'est devenu alors écrit, et c'était sorti le lendemain, et 3 jours après, les gens avaient déjà lu ces articles, et ça avait une très courte durée d'une côté, et de l'autre côté, c'était quand même quelque chose de très fixé. Et moi, j'étais content de travailler comme ça, mais juste pour gagner de l'argent, mais pour vraiment continuer ce qui m'intéressait avec ces gens que j'ai rencontrés. Je sentais qu'il fallait inventer d'autres formats où je me faisais rencontrer ceux qui lisent l'article ou cette rencontre ou ce reportage arrive, il devrait avoir une interaction plus multisensorielle que. Au moment là-bas, j'ai pas du tout réfléchi que ça allait m'amener à une pratique artistique, parce que déjà les beaux-arts, c'était ma pire note dans l'école, et le théâtre que je jouais dans le gymnase, c'était vraiment nul. Une forme de théâtre de littérature, qu'on jouait sur le plateau. Alors je savais pas du tout où ça allait mener, mais aujourd'hui, 30 ans après, je me dis, c'était quand même un peu une partie de l'origine de la pratique d'enquête, hein, qui reste dans beaucoup de travail. Ouais, moi j'aime bien ce mot de théâtre d'enquête pour définir une partie du travail que tu fais avec aussi le collectif Rimini Protocol. On l'appelle aussi théâtre des experts, théâtre documentaire. Effectivement, on retrouve la rencontre entre un intérêt pour le réel, un intérêt pour des sujets du réel, et en même temps une volonté de les transposer et d'inventer pour ça des formats justes et pas un format imposé. Peut-être c'est intéressant de raconter un de ces formats ou un de ces processus de théâtre, peut-être de commencer par une pièce plus ancienne. Je ne sais pas si tu aurais envie de parler de Radio Muezzin ou Mnemopark, qui sont les premières pièces avec lesquelles tu as été présent à l'endroit où moi je travaillais, qui était le Festival d'Avignon. Par exemple, si on prend Mnemopark, le point de départ, c'est l'idée d'une modélisation du modèle réduit. Donc, dans Mnemopark, c'est une fiche miniature présentée par des passionnés de modélisme ferroviaire, donc des gens qu'on ne connaît pas du tout dans le monde du théâtre, des gens qui évoluent et qui ne connaissent pas non plus vraiment le monde du théâtre, probablement.
Mais il y a aussi cette idée de la modélisation de la société en miniature. Donc là, c'est vraiment un endroit d'articulation entre comment le format peut représenter le réel. Donc là, c'est la maquette qui est le modèle réduit de la société. Et en même temps, on a la présence de ces personnes qui viennent raconter leur expertise, qui viennent raconter leur passion. Ouais, je crois que souvent, quand on va dans ce qu'on appelle souvent la réalité, parce que c'est pas le théâtre, on cherche là-dedans quand même une forme de mécanisme de théâtre, un protocole de comment la mise en scène des choses qui peuvent être des choses quotidiennes ou des choses politiques ou des choses de société, comment ils ont aussi un mécanisme implanté dedans qui a à voir avec voilà, une sorte de indication ou mise en scène. Et là, dans le cas, les maquettistes qui construisaient alors des mondes qui représentaient la Suisse à l'échelle 1 sur 87, c'était vraiment des scénographes en réalité, confrontés avec la situation, comment ils peuvent faire la Suisse. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient comme Suisse, la Suisse de laquelle ils se rappelaient. Et eux, ils avaient, je crois, qu'entre 70 et 85 ans, plus ou moins, les 4 protagonistes qui venaient alors d'un club des mini-modélistes. Je les ai rencontrés dans leur association, dans un sous-sol quelque part, où ils bricolaient alors ces représentations de paysages. Et j'ai trouvé ça fascinant. Et alors on a commencé à voir avec eux comment est-ce qu'on peut amener ces théâtralisations en tournée après. Et on a trouvé des modélistes qui produisaient des maquettes, je crois que de 1,20 m, qui étaient transportables alors. Et on s'est commencé à dire, mais qu'est-ce qui manque dans cette représentation de la Suisse? Et quand on regarde comment le paysage est construit, aujourd'hui, c'est marrant quand on parle le jour après avoir présenté Paysage partagé, un projet qui passe dans la vraie nature à échelle 1 à 1. Ces paysages sont beaucoup déterminés par les besoins économiques de l'être humain, de l'agriculture, en Suisse du tourisme, comme on a découvert pour Nemo Park par le tourisme indien, parce que je crois qu'il y avait 40 000 Indiens qui visitaient la Suisse chaque année, parce que beaucoup de cinémas Bollywood ont été tournés dans les montagnes suisses, parce qu'il fallait représenter la sexualité que dans le cinéma indien ne se peuvent pas représenter à cause de tabous, dans des situations de nature humide. Voilà, longue histoire, mais alors on a cette représentation d'un pays qui manquait les usines nucléaires, qui manquait le graffiti, qui manquait les problèmes des hypersubventions de l'agriculture à l'époque. Et alors j'ai dit à ces modélistes, est-ce que vous pourriez par exemple construire une montagne de viande qui corresponde à la montagne produite en excès par la production Suisse excédentaire de viande. à l'année. Et je crois qu'on a calculé ça et ça faisait une montagne ouais. plus ou moins comme ça de jambon. Construit et le train passait aussi par celle-là avec sa petite caméra qui transformait tout ça en film. Mais je les ai... Donc leur représentation fantasmée de la Suisse, elle s'est fait modifier par la rencontre avec le théâtre. Oui. C'est comment faire entrer dans l'idéal le réel, un autre réel. Oui, parce que, évidemment, on parlait aussi de toutes les problématiques. Déjà là, on parlait du changement climatique. Alors, toute cette économie est quelque chose que je crois qui m'intéresse dans beaucoup des spectacles. Qu'est-ce qui est l'économie derrière de la mise en scène, de la réalité? Et dans les biographies, qu'est-ce que ça produit, où ça nous amène? Alors, et ce théâtre des experts, parce que là,
souvent c'est le mot qui a été utilisé pour définir les personnes qui ne sont pas des comédiens, comédiennes professionnels, qui sont sur les plateaux et qui partagent leur biographie dans vos mises en scène. Comme tu l'as dit, il donne à entendre des voix qu'on n'entend pas. Mais en même temps, les gens qui sont là, ils ne sont pas des amateurs. On n'est pas du tout dans la tradition de l'amateur au théâtre. Ce sont des gens qui vont être hyper déterminants pour le contenu de la pièce. Comme tu racontes là, on sent que les choses ont été découvertes dans la rencontre avec ces personnes, que les sujets de société naissent aussi avec ceux qui participent à la pièce. Les sujets qui sont abordés dans la pièce, toutes les dimensions politiques, ils les nourrissent. Et puis, ils influencent aussi beaucoup le format. Là, c'est très clair parce que c'est même lié depuis le début avec cette modélisation de la société. Oui, ce sont des... J'aime bien le terme amateur quand même. En allemand, il y a un terme que je déteste vraiment beaucoup plus que amateur, c'est le Laie, et ça serait non professionnel. Et alors, au début, quand on a commencé à faire des projets de théâtre dans des conditions très professionnelles, mais dans le centre, il n'y avait pas des comédiens, comédiennes sur le plateau, les gens ont souvent écrit que c'était des Laien non professionnels. Et ça, je ne comprenais pas du tout parce que raconter sa propre vie et faire, dans le cas, les modélistes, un train bougé par un paysage et expliquer comment il est fait, ça c'était vraiment la expertise maximale que eux ils avaient. Aucun comédien, comédienne pourrait le faire avec plus d'authenticité que eux. Par contre, amateur, je trouve ça plutôt beau parce que eux ils ont appris à aimer le théâtre en réalité parce qu'ils ont découvert par ce projet que voilà, il y avait tout un grand public. On a fait à la fin tournée, on s'est rencontrés à Avignon quand on était au Festival d'Avignon, mais après on est parti au Japon, à Montréal, avec ces maquettes miniatures et avec ces quatre personnes autour de 80 ans, qui alors ont compris qu'à travers cet espace des arts vivants, ils pouvaient communiquer leur passion à beaucoup plus de gens que dans sa vie réelle. Et c'était possible parce que, évidemment, ils ne faisaient pas seulement ce qu'eux, ils auraient fait. Ouais. Parce que ça peut très vite aussi t'ennuyer si tu rencontres, je sais pas, si ton grand-père te commence à raconter toutes les décisions qu'il a prises pour construire un chemin de fer en miniature, ça peut être ici un nerdisme un peu enfermé, mais ensemble avec la dramaturge à l'époque, Andrea Schwitter était impliqué dedans, par exemple, comme quelqu'un qui a aidé de construire ce texte pour qu'il raconte en réalité toute une société. Ça, c'est aussi une dimension que je trouve particulièrement intéressante pour avoir collaboré sur ces projets, c'est que le théâtre construit comme un espace dans lequel se produisent des rencontres qui ne pourraient pas se produire dans la vie réelle. Dans la plupart des projets que j'ai eu la chance de voir ou de collaborer, il y a si je pense à des projets comme récemment le projet « Ceci n'est pas une ambassade », le projet taïwanais, ou même des projets comme Société en chantier, des projets où on a des gens qui ont des opinions contradictoires, où on a des gens qui n'évoluent pas dans les mêmes mondes, l'actrice, le modéliste ferroviaire, des gens qui ne sont pas d'accord politiquement, des gens qui s'opposent dans les tribunaux, qui se retrouvent dans cet espace du théâtre à pouvoir cohabiter. Et je pense que c'est ça aussi qui les intéresse, pas seulement qu'ils vont pouvoir exposer leur vie de manière transformée, mais aussi que le théâtre ouvre cet espace de liberté dans lequel on peut ne pas être d'accord et c'est pas un problème, on va se côtoyer, quoi. Oui, dans l'extrémité, ça s'est produit même que des gens qui normalement pourraient s'entretuer dans la réalité dehors, se rencontrent dans l'espace protégé d'art. Hein. C'était le cas pour Situation Rooms, un projet qu'on a inventé ensemble avec Helga Haug et Daniel Wetzel, avec lequel j'ai ce collectif Rimini Protocol. Donc un projet sur les armes? Oui, les armes à feu. Trafic d'armes
qui est une expertise de l'Allemagne, mais souvent l'Allemagne se dit un peu loin des conflits de guerre en réalité, même qu'il y a beaucoup de production des armes longues, on dit, non, des fusils, et des tanks, des sous-marins, etc., qui sont exportés dans tout le monde. Et on s'est dit, on va chercher 20 personnes qui sont connectées dans cette chaîne de causalité, depuis la production d'armes jusqu'à la victime, jusqu'aux soldats, jusqu'aux médecins qui soignent, jusqu'au manager et le politicien qui légalise ou pas l'exportation dans un tel pays. Dans ce cas, ils ne jouent pas sur un plateau. Là, on a inventé un format qui est une sorte de parcours video walk. Et pour revenir au sujet, là, il y avait dedans, entre tous ces protagonistes, par exemple, un fighter plane pilote indien qui disait que son but majeur, c'était de détruire en réalité tout le Pakistan. Et il y avait aussi quelqu'un du Pakistan qui était un avocat qui défendait des victimes des drones, attaques américains, dans le cas plutôt, au Pakistan. Et on avait quelqu'un qui travaillait dans un cartel de drogue mexicain, et on avait un policier aussi qui n'était pas responsable pour le Mexique, sinon il aurait dû l'arrêter directement peut-être. On avait un peu peur, qu'est-ce qui va se passer pendant cette semaine, qu'ils allaient collaborer ensemble, parce que dans le cas, il faut peut-être dire, c'était pas un projet live, mais on a filmé pendant toute une semaine des vidéos qui ont été reproduits sur des écrans portables pour le public qui se bougeait, déplaçait, s'identifiait, se mettait dans les chaussures ou dans la peau de ces pilotes, par exemple, et toucher les choses. Alors, c'était un dispositif assez immersif. Mais pendant cette semaine, qu'on a travaillé avec les experts, ils se sont rencontrés et, comme magiquement, d'une certaine forme, se sont tolérés, se sont contredits, et j'espère que le public peut ressentir ça ou peut avoir l'expérience de ça sans que ça soit directement jugé, sans qu'on dise qui est le bon et qui est le mal dans ça. Ouais, ça c'est quelque chose aussi qui est très fort dans votre démarche, d'exposer une complexité sans préjugés. Bon, c'est peut-être à cause de cette origine journaliste que j'ai l'impression qu'il faut surtout d'abord laisser accéder à des gens, à leurs paroles, à leur position, même si on n'est pas d'accord avant de les juger, hein. On a travaillé ensemble sur ce projet. Ceci n'est pas une ambassade, un projet qui a pris son départ de la question comment faire quelque chose qui est dans la réalité impossible, d'installer une ambassade taïwanaise en Europe, où la plupart des pays ne tolèrent ou ne acceptent pas diplomatiquement l'existence de ce pays. Comment on peut faire ça dans un théâtre? Et là-dedans, il y a David Wu, un ancien ambassadeur qui, disons, consomme des médias très différents que les autres deux protagonistes en Taïwan, qui est très influencé par la position chinoise. Ouais, il dirait même qu'il se sent chinois lui-même, pendant que les autres deux sur plateau, comme quand même une faible plupart de la population du Taïwan, a plutôt l'impression, on veut un peu se distancer de ce pays qui n'accepte pas d'autres démocraties. Alors la coexistence de ces différentes générations, de ces différentes positions sur le plateau, crée quelque chose qui, malheureusement dans la société, c'est de plus en plus rare. Hein, on a pris un peu, peut-être une position de ne plus vouloir accepter, même dans une discussion, des gens qui sont radicales ou même trop différents dans le positionnement, peut-être pas suffisamment tolérantes contre certaines minorités. Alors on dit on ne va pas les tolérer eux.
et ça crée certaines safe space. Et ça, pour moi, c'est un terme qui me fait toujours peur parce qu'il me fait penser à gated community, qui me fait penser à exclusion. Et pour moi, le théâtre, c'était toujours quelque chose qui donne cette possibilité de avoir les rencontres entre toutes les différentes êtres que nous sommes, en meilleur cas. C'est pour ça aussi qu'on sort du théâtre à certains endroits pour trouver des gens de très différents côtés et par conséquent, souvent des publics qui viennent de très différents côtés, où on sort même physiquement du théâtre pour aller à des endroits qui sont intéressants à regarder sous un autre angle. Ouais, j'aime bien que tu parles de ce projet. Ceci n'est pas une ambassade parce que moi, c'est vraiment un peu un mot que je garde souvent en tête pour décrire votre théâtre. C'est théâtre diplomatique à plusieurs niveaux. Parce que les gens qui vont être performeurs vont représenter quelque part leur communauté, parce que ça organise des espaces de rencontres et de conversations, et parce que ça crée un espace de partage avec le public. Ce sont aussi des formats, j'ai l'impression, qui vous ont inspiré, les formats d'assemblée, les formats si je pense à la conférence climatique, et qui donnent aussi une place assez différente au public, avec le public qui devient, dans des degrés différents, un potentiel acteur de la pièce. Ouais, je crois que il faut, parce qu'on a parlé de la personne qui est sur le plateau, qui est un expert peut-être, qui parle de ça même, mais il faut aussi parler du spectateur, hein, quel est son rôle, pourquoi il arrive là, parce que on a le cinéma pour nous montrer des histoires fermées dans lesquelles on se projette que intellectuellement. Alors le théâtre doit avoir d'autres raisons pour convoquer tous ces corps qui se rencontrent à un endroit. Souvent, j'ai l'impression qu'il faut vraiment, comme créateur des arts vivants, trouver une réponse à la question pourquoi on veut que ces gens sont là et comment ils s'aperçoivent entre eux aussi. Alors, dans le plus extrême, oui, peut-être on peut parler de la Klimakonferenz, un projet qu'on a inventé au Schauspielhaus Hamburg. On représentait la COP, alors cette conférence annuelle de l'ONU où 192 pays, c'était à l'époque, pour négocier jusqu'à quel point ils veulent réduire le CO2 production de leur pays. Et c'était juste avant la fameuse COP de Paris qu'on a créé ce projet. Et le public alors a pris le rôle dans des petites délégations de 4-5 personnes d'un de ces pays. De négociateurs. Voilà. Il y avait genre, je crois que 600 places à remplir. Tu arrivais et tu étais d'un coup Soudan où tu représentais le Uruguay ou le Burma ou Corée du Sud et peut-être tu savais rien de ce pays, mais tu recevais un petit livret, tu t'assoyais quelque part où il y avait déjà le drapeau et tu connaissais 2-3 autres personnes qui avaient le même livret et qui, à la fin de cette soirée de 3 heures, devaient prendre des décisions pour le Soudan en votant. Et les 3 heures étaient là pour que tu te fasses briefer par des experts politiques, des experts qui venaient de ces pays, des fois des experts sur le changement climatique. Qu'est-ce qui est la base sur laquelle tu peux décider? Et on le faisait dans tout un bâtiment, le public se déplaçait entre différentes salles pour avoir des réunions avec d'autres pays, des fois bilatérales, des fois dans des petites immersions comme mini-conférences. C'était un rôle à jouer pour chacun qui était là. Et ça, c'est quelque chose que souvent, mais dans très d'autres formes, on répond. Par exemple, dans un autre spectacle, on est la marchandise dans un camion. Parce que pour Cargo Sofia, on met le public là où normalement c'est produit
qui arrivent dans notre supermarché, transportés par des routiers, sont transportés par toute l'Europe parce que certaines relations économiques le rendent rentable de produire, je ne sais pas, les tomates au sud de l'Espagne pour les délivrer quelque part en Allemagne. Et qui font ça, ce sont les routiers. Alors, je voulais raconter des histoires de ces routiers. J'ai transformé un camion de telle façon que le public peut s'asseoir là. Et il est d'une certaine forme une marchandise. Ça rejoint pas mal de vos projets qui ne se passent pas dans l'espace du théâtre, mais qui se passent directement dans l'espace réel. Et là, dans le cas du camion, donc on est dans c'est un peu plus complexe parce qu'on est à la fois dans un petit théâtre, on a ce gradin, on a cette vitre en face de nous, on voit parfois des vidéos, on a ces deux experts chauffeurs routiers qui nous parlent, mais on est aussi transporté comme si on regardait à travers cet écran un cadrage de film ou dans ces zones auxquelles on n'a pas accès normalement. Donc le corps du spectateur est déplacé, son regard est cadré et on est amené là où on ne serait pas forcément allé tout seul. Ouais, et on a la possibilité d'avoir une sorte de scénographie trouvée sans avoir besoin de la reconstruire dans un théâtre. On le sonorise parce qu'il y a un DJ ou un musicien qui en réalité déclenche des pistes créées spécifiquement pour chaque petit trajet. Dans les embouteillages, ça ralentit un peu, alors il y a une piste qui va plus lente. Et les comédiens qui ne sont pas des comédiens, mais des routiers, racontent leur vie parce qu'ils associent un peu en libre association, en langue de la route. Et ça produit une sorte de road movie. Mm-hmm. Mais on est dedans. Et ce qui est de l'autre côté de ce qui pourrait être l'écran dans un road movie, mais ici c'est une fenêtre et la réalité, des fois très triste, de ces endroits industriels. La solitude, aussi les chauffeurs routiers dans leur cabine qui dorment sur un parking. Ouais. Alors là, on n'est que assis, mais quand même c'est participatif dans le sens qu'on met son corps un peu dans la main physiquement du routier qui tourne son volant et peut accélérer sur la autoroute. Et on est dans cette situation d'être en mouvement, quoi. Donc, dans ce projet qui parle de ce nomadisme contemporain, de ces gens qui sillonnent les routes et qui sont tout le temps en mouvement. Et en même temps qu'on nous raconte ces vies-là, dans notre corps, on est nous-mêmes en mouvement. Ouais. Donc ça, c'est une chose aussi assez forte dans les expériences que vous proposez au public. C'est toujours de s'adresser au corps. Et pas au corps entier du spectateur, au corps en mouvement, plutôt qu'à simplement le corps assis traditionnel du spectateur de théâtre dans le noir. Et ici en Espagne, j'ai appris un mot que j'adore, et puis là j'essaie de l'utiliser partout, c'est le espectactor, qui est le mélange entre un spectateur et un acteur. Ça fonctionne très bien en français, spectateur, qui est alors une personne que d'une côté, il regarde et il est absolument dans la position de lire, disons, de recevoir une narration, il n'improvise pas du tout, mais son corps devient aussi l'extra pour d'autres, peut-être utilerie, peut-être scénographie. Par exemple, dans la situation de World Economic Forum Davos, Davos State of the World. C'était un projet où on racontait ces rencontres des top managers du monde qui se rencontrent une fois à l'année à Davos pour faire avancer le lobbyisme, on pourrait dire polémiquement. Eux, ils diraient plutôt pour essayer, avec tout le capital qu'ils réunissent, de sauver les problèmes du monde. Bon, en tout cas, une rencontre des très privilégiés. Le public, dans notre cas, il se mettait dans la peau de ces managers à l'aide des biographies qu'on avait recherchées pour eux. Et ils se voient entre eux et se regardent. Alors, ces spectateurs qui représentent, qui ont quand même payé des billets pour être au même moment le centre et
ceux qui tombent dans la peau d'autres, qui regardent mutuellement les autres et se demandent pourquoi il y a si beaucoup d'hommes parce qu'on avait des visages de tous ces managers et évidemment 90% sont des hommes, alors pas du tout représentatifs de la société et il y a très peu de gens de l'Afrique, etc. On se rend compte vraiment physiquement de quelque chose. Ça, c'est souvent quelque chose qui passe par le mouvement. Ça, je trouve chouette dans une idée de théâtre documentaire qui souvent essaie de retraiter la réalité. On peut quand même jouer avec beaucoup de mécanismes de théâtre, de fictionnalisation, parce que ce code, jouer un rôle, est quelque chose tout le monde le comprend. Hein. C'est pour ça que j'essaie de utiliser pas le terme performance. Pour mes pièces, j'aime utiliser ce vieux terme théâtre parce que tout le monde a l'impression de savoir ce qu'il sait. Et alors, ça implique jouer un rôle, ça implique peut-être le mensonge, ça implique le costume, peut-être la narration et tout ça. C'est relativement simple, pendant que l'idée de la art performance, au moins en allemand, ça expresse tout d'abord, voilà, il y a quelque chose assez élitiste qu'on comprend seulement si on a vu tout ce qui est l'art d'histoire qui appartient à ces champs. Et c'est intéressant que tu viennes là-dessus sur le mot théâtre. Parce que, évidemment, vous avez fait énormément de projets qui challengent toujours par des endroits différents la définition de théâtre. Mais il reste toujours quelque chose de d'une définition possible du théâtre, mais il manque toujours aussi quelque chose. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui amplifie le potentiel du théâtre plutôt que ça lui ferait perdre quelque chose. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais comme élément du théâtre qu'on ne pourra pas enlever? Bon, je crois que... Est-ce qu'il y a vraiment une règle pour ça? Pour moi, je crois que la matière vraiment essentielle du théâtre, c'est le temps. Hein, et le temps, la dramaturgie La dans le maîtrise du temps. sens... Ouais. Oui, parce que c'est vraiment ça qui m'a fait sortir J'ai un peu étudié les beaux-arts au début de ma carrière et après j'ai abandonné parce que j'aimais pas un peu aléatoire dans laquelle on entre et ressort par des expositions des arts plastiques que j'adore visiter. Je suis grand fan des beaux-arts, mais j'aimais pas cette forme de coprésence entre l'œuvre et le visiteur, qui est alors dirigé par une sorte de demi-attention. J'aime le compromis qu'on entre dans une situation où on passe, on dit voilà. Le pacte qu'on fait au début de la pièce. On dit qu'on accepte de donner 2 heures de sa vie. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut au moins quelqu'un qui joue pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est tellement essentiel. Je crois qu'aujourd'hui, il y a tellement de technologies souvent impliquées dans le théâtre, de tous ces logiciels qu'on utilise, même sur un plateau classique. Hein. Et nous, d'ailleurs, on travaille souvent avec des coders, des programmateurs qui co-inventent des dispositifs entre lumière, entre des mécaniques, de certains robots qui bougent sur nos plateaux des fois, et la lumière, le son et même température ou des choses qu'on contrôle, c'est tout. On est dans un monde où c'est plus tellement défini la frontière entre l'être humain et la technologie. Alors ça nous appartient et la technologie peut jouer du théâtre avec nous, mais je crois que ce qui est vraiment différent dans le théâtre, c'est qu'on consacre une certaine durée de temps à quelque chose, et quelqu'un a la pensée aussi de ton point de vue. C'est pas comme dans la performance art où on dit ou dans un durational piece où on pourrait dire tu entres et tu sors quand tu veux. Après, on pourrait parler d'autres éléments qui sont essentiels pour que
Je crois qu'il y a quelque chose que je trouve vraiment essentiel et je vois une fonction pour la société du théâtre, vraiment, c'est cette forme d'inventer des formats pour que les gens soient ensemble. Et je trouve le plus intéressant, le plus que ça nous demande comme interacteurs et comme peut-être facteur moyennement prévisible, parce que la mise en scène, classiquement, cherche toujours à répéter dans la répétition la même chose jusqu'au moment que ça soit perfectionnalisé. Et ça, c'est quelque chose que je peux tout à fait développer, une certaine passion aussi, mais j'aime le confronter avec des facteurs un peu imprévisibles, et ça peut être le temps. Hein. Hier, on a eu un merveilleux temps ici dans Shared Landscapes à Girona, mais on a vécu plein d'autres représentations de ce projet dans la nature. En tout cas, se confronter à l'imprévisible en se déplaçant à l'extérieur, qui est vraiment le facteur le moins prévisible. C'est qu'est-ce qui peut s'y passer qu'on ne peut pas contrôler dans la boîte noire, parce qu'on a eu tout ce mouvement de se protéger dans ces boîtes noires et de recréer. Tu dis souvent le départ de ce projet dans les paysages, c'était que plutôt que d'amener artificiellement la nature à l'intérieur de la boîte noire, c'était de sortir et d'aller dans la nature pour se confronter justement à l'imprévisibilité. Oui. Et c'est quelque chose que tu ressens dans la confrontation entre les textes d'un certain projet qui sont prévus, mais un chien qui sortait pendant la générale au milieu de la chose, entre un coucher de soleil qui se donne un jour et l'autre jour pas. Et c'était pareil dans le camion, on a rencontré des situations où d'un coup on voit une tempête dehors et on observe les gens qui travaillent en réagissant avec cet imprévisible. Ça peut très bien se trouver dans l'espace public, mais dans mon dernier spectacle, qui est un spectacle de danse, Mirror Neurons, c'est même les publics qui changent totalement le dispositif, parce que là, on est assis en face à un grand miroir, et le public se regarde eux-mêmes, vice-versa. Il y a des danseurs aussi qui sont quelque part dans le public, et ça dépend énormément de comment bougent les gens, de comment vont bouger alors les danseurs, et comment bouge le collectif, et on produit comme une sorte de forme ensemble. Et c'est vraiment là où je vois un futur pour une forme de théâtre qui est pas du tout encore au bout de ses potentiels. Si on réussit vraiment à activer une forme d'être coécrit par tout le monde dans l'espace et quand même perdre pas sa forme narrative au même moment. Là, je vois. En tout cas, il y a un sentiment dans, par exemple, Neurones Miroir. Donc, le public est en face d'un miroir. Il entend des textes qui le font réfléchir sur ces questions de comment fonctionne le mouvement dans le corps ou de comment l'individu et le groupe s'articulent, qui sont des textes de neurologues, de philosophes, sociologues. Mais là, c'est totalement imprévisible comment... Il n'y a pas d'instruction qui est donnée au public. Le public est dans un état d'observation, du public traditionnel au début de la pièce. Et puis, comme il observe lui-même et lui-même dans un groupe, et que lui sont amenées ces idées de copie de mouvement, du fonctionnement des neurones miroirs, il rentre tout à coup dans un jeu dans lequel il a une part à écrire. Et il y a comme spectatrice dans ce spectacle un sentiment de liveness, de vivant, qu'on a rarement dans une salle de théâtre, dans cette situation de salle protégée, parce qu'on ne sait absolument pas, on ne peut pas anticiper ce qui va se passer, quoi. Rien ne nous dit que le mouvement va prendre ou pas, de comment les gens vont réagir, de comment soi-même on va réagir. Donc on est constamment en train de se repositionner entre ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce que fait l'autre à côté de nous. Donc on a ce paramètre de l'autre public qui devient
qui influence énormément notre réception. Et dans un dispositif, contrairement peut-être à d'autres pièces où l'instruction est très importante, où on est guidé énormément, quoi. Dans cette pièce-là, il y a une partie de liberté très grande. Donc tu dirais que c'est peut-être ça la voie d'un théâtre participatif sans instruction si claire, ou quand tu dis un futur de ses formes C'est juste beaucoup d'exemples de choses qui pourraient être une forme où je crois qu'on a passé beaucoup de temps dans la disciplination des corps dans le passé du théâtre. Hein. Il y a eu tous ces apprendre de certaines techniques du corps, par exemple, de parler en synchronicité, de la danse disciplinée, du corps de ballet qui essaie d'être totalement simultané pour produire une certaine beauté. Mais quand on regarde notre public, évidemment, on a une totale diversité. Le mieux de diversité, le mieux, parce que des fois c'est pas suffisamment divers, mais disons, on a toutes les générations, et on a des individus. C'est pas du tout la forme de public que était décrit par Lessing dans sa dramaturgie, où il disait que s'il faut éduquer le peuple non éduqué. En réalité, tu as un public très, très diversifié, dans un miroir de notre société tellement individualisée. Et de profiter de cette diversité, je crois qu'on a plusieurs clés dans la main actuellement. D'une côté, tout le développement des arts participatifs. D'autre côté, aussi une technologie de l'intelligence artificielle ou des technologies tout simplement qui permettent d'adresser plusieurs spectateurs alors en simultané, en parallèle, et alors qu'ils peuvent s'individualiser sur eux, mais au même moment, cette peut-être sur-individualisation qui se passe dans l'espace purement virtuel, qui produit des gens qui sont flasters de leur ordinateur étant adressés par target marketing d'une forme individualisée. Mais dans le théâtre, tu n'es pas totalement seul, alors tu peux au même moment être coprésent ensemble. Et comme ça, mettre en friction le script, le protocole, la proposition artistique de différentes formes. Disons, Mirror Neuron, là on est face à un miroir physique et on dit souvent le théâtre est le miroir de la société. Et avec un projet, on a essayé de vraiment représenter toute la ville et être exact, au moins dans 5 catégories: âge, quartier de banlieue ou de quartier où ils habitent, genre, état civil. Donc c'est la sélection de 100 l'origine. habitants d'une ville selon des critères statistiques de lieu de vie, âge, profession, enfin catégorie socio-professionnelle et Genre et le pays d'origine. pays d'origine. État civil, ouais. Alors tout ça donne une sorte de définition d'un échantillon représentatif de Marseille, par exemple, ou de São Paulo. On recherche ces données et après on cherche 100 personnes. En réalité, ils se cherchent entre eux parce que c'est un processus de 4 mois qui... Donc c'est une chaîne. La première personne cherche la deuxième personne et la recherche devient de plus en plus spécifique le projet avançant parce qu'à la fin, il faut trouver quelqu'un qui habite dans ce quartier, qui est tel genre, qui est telle catégorie socio-professionnelle. Oui, j'aime bien cette idée du représentatif. Alors tu as 100 personnes qui représentent la ville, au moins dans ces 5 catégories, d'une forme très différente que le fait un parlement qui est élu, ou un conseil de la ville, disons. Et on les regarde et après ils prennent, ils nous montrent des images de qui sont quoi, qui veut quoi, qui a déjà eu quelle maladie, qui veut avoir des enfants,
qui en a pas, qui prend quelle drogue, qui a déjà, je sais pas, été en prison, qui... Ouais, et ce qui est vraiment assez impressionnant dans la mise en scène, c'est comment vous représentez des statistiques en trois dimensions en quatre dimensions, en trois dimensions sur le plateau, et qu'on voit des camemberts, on voit des répartitions par couleur, on voit tous ces schémas auxquels on est habitué, mais qui sont totalement déshumanisés. Représentés sur le plateau. Donc le public se partage en ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et ce qui est assez passionnant là-dedans, c'est que ce ne sont jamais les mêmes constellations. C'est-à-dire que les gens ne sont pas les mêmes qui sont pour les mêmes choses et contre les mêmes choses. Et c'est là qu'on voit la complexité de faire société. Et ça se joue devant nous pendant, je sais pas, 1h30, toutes ces recompositions qui créent une société, c'est-à-dire qu'on est très ensemble et très militants pour une chose et on peut totalement s'affronter sur une autre. Et là, il y a vraiment un ballet avec ces 100 personnes qui nous permet de visualiser réellement cette spécificité-là. Ouais, c'est quelque chose que j'adore vraiment, d'avoir une telle complexité de choses à voir que tu peux pas suivre tous les 100 personnes, hein, mais tu vas t'accrocher sûrement quelque part dans le visuel. Ah, celui qui a dit qu'il était mauvais en école et qui plus tard dit qu'il est, je sais pas, contre prendre plus de réfugiés dans sa ville et qui plus tard va dire qu'il est aussi professeur, mais qui parle 3 langues. Et, je sais pas, tu te construis une biographie où tu te demandes, ah, mais où je suis là-dedans, parce que j'habite aussi dans cette ville. Est-ce que et celui-là, il semble de mon côté avec telle et telle et telle décision, mais après, il dit quelque chose qu'il ne te dirait pas du tout. Et alors, il y a comme suffisamment d'histoires sur le plateau pour que chacun dans le public voit un autre spectacle que les autres. Et au même moment, on le fait ensemble, on le contemple. Et évidemment, ce genre de spectacle aussi, ça ne s'arrête pas avec le spectacle en soi, hein, parce qu'il y a beaucoup de processus sociaux aussi qui passent pendant cette demi-année avant le spectacle pour trouver ces gens, comment convaincre, par exemple, des gens qui sont contre la diversité dans leur ville, de participer à un projet qui montre la diversité. Mais on a besoin de ces gens-là aussi parce qu'ils appartiennent aussi à cette ville. Ça, c'est une dimension aussi que je trouve fascinante dans ces travaux, c'est la dimension transformatrice des projets, au-delà de ce qui se passe au plateau. Et là, je pense que ça joue à 2 endroits. Ça joue en amont pendant tout le travail de recherche, effectivement de mettre ces gens ensemble ensuite, mais aussi pour les spectateurs, spectatrices qui vont voir leur ville représentée d'une manière où, sans doute, dans laquelle sans doute ils ne la connaissent pas. Parce qu'on vit beaucoup dans des îlots et dans des quartiers et dans des micro-mondes. Et là, on se retrouve face à sa propre ville à laquelle on s'identifie souvent en la regardant dans une diversité qu'on ne lui soupçonne pas, quoi. Donc je pense que ça a une dimension transformatrice dans le processus pour les gens qui sont directement concernés, de pouvoir être confrontés à ces questions, aux autres, et comme tu disais, à participer à un projet qui peut-être n'est pas totalement dans ton idéologie, et en même temps aussi comme spectateur dans le futur de ta relation à ta ville. Et ça, c'est une expérience aussi pour des projets, par exemple, comme Narlas, que je trouve très intéressante de changer le rapport qu'on a à un grand sujet comme celui de la mort par le côtoiement, par le fait d'être proche de ce sujet, de chercher des gens qui vont bientôt mourir. Ça paraît ultra choquant quand on dit ça pour la première fois à des gens qui s'occupent de relations publiques dans un théâtre. Ils se voient en sorte de vautours qui vont aller chercher des histoires tristes, sordides, pour les mettre sur la scène. Et puis ça se transforme immédiatement en quelque chose de hyper puissant parce que les gens qui vont bientôt mourir ont très envie de parler de la mort, par exemple, contrairement à ceux qui s'en sentent très éloignés. Et donc ça construit des passerelles et des manières d'aborder des sujets
qu'on n'arriverait pas à aborder. Donc la diversité dans la ville, la fin de vie. Oui, et ça continue avec les projets qui se passent dehors des théâtres, hein. Je crois que souvent on a vraiment transformé la vue de ces places publiques qu'on a traversées avec Remote, par exemple, un projet où on déambule avec 50 personnes, avec des casques par une ville, et on traverse des endroits qu'on connaît de tous les jours, mais on les a jamais utilisés de cette forme. On laisse rien derrière, il n'y a pas une sculpture, il n'y a pas une scénographie qui reste là, mais les souvenirs des gens, d'une certaine utilisation, d'un certain être ensemble, est totalement transformé. Comme dans Shared Landscapes, c'est justement pas du land art, c'est de land art performatif parce que on essaie de laisser rien derrière, pas seulement pas des déchets, mais aussi pas de construction, mais on laisse derrière des inscriptions d'histoire que les gens vont retenir dans les prochaines fois qu'ils vont se rencontrer avec des arbres, avec des prés, avec ce qu'on appelle la nature et qui nous éloigne dans notre vie quotidienne de plus en plus, peut-être. Oui, disons, ce entretien qu'on a eu, cette conversation qu'on a eue, là, elle va rester toujours la même et accessible dans le web quelque part. Et dans ce sens, c'est justement pas la performance, pas le théâtre, parce que ça n'a pas besoin de que survivre dans les mémoires, dans les souvenirs des gens. Mais c'est les images qui restent. Alors on a été infidèles à ce qui nous intéresse Infidèle au vraiment. théâtre, à la liveness. Alors merci Stéphane pour cette conversation. Merci aussi. À toi.